Chapitre 8. La jalousie. Le malheur de Zadig vint de son bonheur même et surtout de son mérite. Il avait tous les jours des entretiens avec le roi et avec Astarté, son auguste épouse. Le charme de sa conversation redoublé encore par cette envie de plaire qui est à l'esprit de ce que la parure est à la beauté. Sa jeunesse et ses grâces firent insensiblement sur Astarté une impression dont elle ne s'aperçut pas d'abord. Sa passion croissait dans le sein de l'innocence. Astarté se livrait sans scrupule et sans crainte au plaisir de voir et d'entendre un homme cher à son époux et à l'État. Elle ne cessait de la vanter au roi et en parlait à ses femmes qui enchérissaient encore sur ses louanges. Tout servait à enfoncer dans son cœur le trait qu'elle ne sentait pas. Elle faisait des présents à Zadig dans lesquels il entrait plus de galanterie qu'elle ne pensait. Elle croyait ne lui parler qu'en reine contente de ses services, et quelquefois ses expressions étaient d'une femme sensible. Astarté était beaucoup plus belle que Sémire qui haïssait tant les borgnes, et que cette autre femme qui avait voulu couper le nez à son époux. La familiarité d'Astarté, ses discours tendres dont elle commençait à rougir, ses regards qu'elle voulait détourner et qui se fixaient sur les siens, allumèrent dans le cœur de Zadig un feu dont il s'étonna. Il combattit, il appela à son secours la philosophie qui l'avait toujours secouru. Il n'en tira que des lumières et n'en reçut aucun soulagement. Le devoir, la reconnaissance, la majesté souveraine violée se présentaient à ses yeux comme des dieux vengeurs. Il combattait, il triomphait, mais cette victoire qu'il fallait remporter à tout moment lui coûtait des gémissements et des larmes. Il n'osait plus parler à la reine avec cette douce liberté qui avait eu tant de charme pour tous deux. Ses yeux se couvraient d'un nuage. Ses discours étaient contraints et sans suite. Il baissait la vue et quand, malgré lui, ses regards se tournaient vers Astarté, il rencontrait ceux de la reine mouillés de pleurs dont il partait des traits de flamme. Il semblait se dire l'un à l'autre: nous nous adorons et nous craignons de nous aimer, nous brûlons tous deux d'un feu que nous condamnons. Zadig sortait auprès d'elle, égaré et perdu, le cœur surchargé d'un fardeau qu'il ne pouvait plus porter dans la violence de ses agitations. Il laissa pénétrer son secret à son ami Cador, comme un homme qui, ayant soutenu longtemps les atteintes d'une vive douleur, fait enfin connaître son mal par un cri qu'un redoublement aigu lui arrache et par la sueur froide qui coule sur son front. Cador lui dit: j'ai déjà démêlé les sentiments que vous vouliez vous cacher à vous-même. Les passions ont des signes auxquels on ne peut se méprendre. Jugez, mon cher Zadig, puisque j'ai lu dans votre cœur, si le roi n'y découvrira pas un sentiment qui l'offense. Il n'a d'autre défaut que celui d'être le plus jaloux des hommes. Vous résistez à votre passion avec plus de force que la reine ne combat la sienne, parce que vous êtes philosophe et parce que vous êtes Zadig. Astarté est femme, elle laisse parler ses regards avec d'autant plus d'imprudence qu'elle ne se croit pas encore coupable. Malheureusement, rassurée sur son innocence, elle néglige les dehors nécessaires. Je tremblerai pour elle tant qu'elle n'aura rien à se reprocher. Si vous étiez d'accord l'un et l'autre, vous sauriez tromper tous les yeux. D'une passion naissante et combattue éclate, un amour satisfait sait se cacher. Zadig frémit à la proposition de trahir le roi, son bienfaiteur, mais jamais il ne fut plus fidèle à son prince que quand il fut coupable envers lui d'un crime involontaire. Cependant, la reine prononçait si souvent le nom de Zadig, son front se couvrait de tant de rougeur. En le prononçant, elle était tantôt si aimée, tantôt si interdite. Quand il lui parlait en présence du roi, une rêverie si profonde s'emparait d'elle quand elle était sortie que le roi fut troublé. Il crut tout ce qu'il voyait et imagina tout ce qu'il ne voyait point. Il remarqua surtout que les babouches de sa femme étaient bleues et que les babouches de Zadig étaient bleues, que les rubans de sa femme
était jaune et que le bonnet de Zadig était jaune, c'était là de terribles indices pour un prince délicat. Les soupçons se tournèrent en certitude dans son esprit aride. Tous les esclaves de rois et de reines sont autant d'espions de leur cœur. On pénétra bientôt qu'Astarté était tendre et que Moabdar était jaloux. L'envieux envisagea l'envieuse à envoyer au roi sa jarretière qui ressemblerait à celle de la reine. Pour surcroît de malheur, cette jarretière était bleue. Le monarque ne songea plus qu'à la manière de se venger. Il résolut une nuit d'empoisonner la reine et de faire mourir Zadig par le cordeau au point du jour. L'ordre en fut donné à un impitoyable eunuque, exécuteur de ses vengeances. Il y avait alors dans la chambre du roi un petit nain qui était muet, mais qui n'était pas sourd. On le souffrait toujours, il était témoin de ce qui se passait de plus secret, comme un animal domestique. Ce petit muet était très attaché à la reine et à Zadig. Il entendait, avec autant de surprise que d'horreur, donner l'ordre de leur mort. Mais comment faire pour prévenir cet ordre effroyable qui allait s'excuser dans peu d'heures? Il ne savait pas écrire, mais il avait appris à peindre et savait surtout faire ressembler. Il passa une partie de la nuit à crayonner ce qu'il a voulu faire entendre à la reine. Son dessin représentait le roi agité de fureur dans un coin du tableau, donnant des ordres à son eunuque, un cordeau bleu et un vase sur la table avec des jarretières bleues et des rubans jaunes. La reine dans le milieu du tableau, expirante, entre les bras de ses femmes, et Zadig étranglé à ses pieds. L'horizon représentait un soleil levant pour marquer que cette horrible exécution devait se faire au premier rayon de l'horreur. Dès qu'il eut fini cet ouvrage, il courut chez une femme d'Astarté, la réveilla et lui fit entendre qu'il fallait dans l'instant même porter ce tableau à la reine. Cependant, au milieu de la nuit, on vient frapper à la porte de Zadig, on le réveille, on lui donne un billet de la reine. Il doute si c'est un songe. Il ouvre la lettre d'une main tremblante. Quelle fut sa surprise et qui pourrait exprimer la consternation et le désespoir dont il fut accablé quand il lut ces paroles. Fuyez dans l'instant même où l'on va vous arracher la vie. Fuyez, Zadig, je vous l'ordonne au nom de notre amour et de mes rubans jaunes. Je n'étais point coupable, mais je sens que je vais mourir criminel. Zadig eut à peine la force de parler, il ordonna qu'on fit venir Cador, et sans lui rien dire, il lui ordonna ce billet. Cador le força d'obéir et prendre sur le champ la route de Memphis. Si vous osez aller trouver la reine, dit-lui, vous hâtez sa mort. Si vous parlez au roi, vous la perdez encore. Je me change de sa destinée, suivez la vôtre. Je reprendrai le bruit que vous avez pris la route des Indes. Je viendrai bientôt pour trouver et je vous apprendrai ce qui sera passé à Babylone. Cador, dans le moment même, fit placer 2 dromadaires des plus légers à la course vers une porte secrète du palais, et fit montrer à Zadig qu'il fallait porter et qui était prêt de le rendre l'âme. Un seul domestique l'accompagna, et bientôt Cador, plongé dans l'étonnement et dans la douleur, perdit son ami de vue. Cet illustre fugitif, arrivé sur le bord d'une colline dont on voyait Babylone, tourna la vue sur le palais de la reine et s'évanouit. Il ne reprit ses sens que pour verser des larmes et pour souhaiter la mort, enfin après s'être occupé de la destinée déplorable de la plus aimable des femmes et de la première reine du monde. Il fit un mouvement de retour sur lui-même et s'écria « Qu'est-ce donc que la vie humaine? Ô vertu, à quoi m'avez-vous servi? 2 femmes m'ont indignement trompé, la troisième qui n'est point coupable et qui est le plus belle que les autres va mourir. Tout ce que j'ai fait de bien a toujours été pour moi une source de malédiction et je n'ai été élevé au comble de la grandeur que pour tomber dans le plus horrible précipice de l'infortune. Si j'eusse été méchant comme tant d'autres, je serais heureux comme eux. Accablé de ces réflexions funestes, les yeux chargés du voile de la douleur, la pâleur de la mort sur le visage,
et l'âme abîmée dans l'essai d'un sombre désespoir, il continuait son voyage vers l'Égypte. Chapitre 9. La femme battue. Zadig dirigeait sa route sur les étoiles, la constellation d'Orion et le brillant astre de Sirius le guidait vers le pôle de Canope. Il admirait ces vastes globes de lumière qui ne paraissaient que de faibles étincelles de nos yeux, tandis que la Terre, qui n'est en effet qu'un point imperceptible dans la nature, paraît à notre cupidité quelque chose de si grand et de si noble. Il se figurait alors les hommes tels qu'ils sont, en effet, des insectes se dévorant les uns les autres sur un petit atome de boue. Cette image vraie semblait anéantir ses malheurs en lui retraçant le néant de son être et celui de Babylone. Son âme s'élançait jusque dans l'infini et contemplait, détachée de ses sens, l'ordre immuable de l'univers. Mais lorsqu'ensuite, rendu à lui-même et rentrant dans son cœur, il pensait qu'Astarté était peut-être morte pour lui, l'univers disparaissait à ses yeux, et il ne voyait dans la nature entière qu'Astarté mourante et Zadig infortuné. Comme il se livrait à ce fleu et à ce reflux de philosophie sublime et de douleur accablante, il avançait vers les frontières de l'Égypte et déjà son domestique fidèle était dans la première bourgade où il lui cherchait un logement. Zadig cependant se promenait vers les jardins qui bordaient ce village. Il vit non loin du grand chemin une femme éplorée qui appelait le ciel et la terre à son secours et un homme furieux qui la suivait. Elle était déjà atteinte par lui, elle embrassait ses genoux. Cet homme l'accablait de coups et de reproches. Il jugea à la violence de l'Égyptien et au pardon réitéré que lui demandait la dame, que l'un était un jaloux et l'autre une fidèle. Mais quand il eut considéré ces femmes qui étaient d'une beauté touchante et qui même ressemblaient un peu à la malheureuse Astarté, il se sentit pénétré de compassion pour elle et d'horreur pour l'Égyptien. Secourez-moi, s'écria-t-elle à Zadig avec des sanglots, tirez-moi des mains de plus barbares des hommes, sauvez-moi la vie. À ces cris, Zadig courut se jeter entre elle et ce barbare. Elle avait quelque connaissance de la langue égyptienne et lui dit en cette langue: si vous avez quelque humanité, je vous conjure de respecter la beauté et la faiblesse. Pouvez-vous outrager ainsi un chef-d'œuvre de la nature qui est à vos pieds et qui n'a pour sa défense que des larmes? Ah, lui dit cet emporté, tu l'aimes donc aussi et c'est de toi qu'il faut que je me venge. En disant ces paroles, il se laisse la dame qu'il tenait d'une main par les cheveux et prenant sa lance, il veut en percer l'étranger. Celui-ci, qui était de sang-froid, évita aisément le coup d'un furieux. Il se saisit de la lance près du fer dont elle est armée. L'un veut la retirer, l'autre l'arracher. Elle se brise entre leurs mains. L'Égyptien tire son épée, c'est-à-dire s'arme de la sienne. Ils s'attaquent l'un l'autre. Celui-ci porte 100 coups précipités. Celui-là les part avec adresse. La dame assise sur un gazon rajuste sa coiffure et la regarde. L'Égyptien était plus robuste que son adversaire, Zadig était plus adroit. Celui-ci se battait en homme dont la tête conduisait le bras, et celui-là comme un emporté dont une colère aveugle guidait les mouvements au hasard. Zadig passe à lui et le désarme. Et tandis que l'Égyptien, devenu plus furieux, veut se jeter sur lui, il le saisit, le presse, le fait tomber et lui tenant l'épée sur la poitrine, il lui offre de lui donner la vie. L'Égyptien, dont hors de lui, tire son poignard et l'en blesse Zadig dans le temps même que le vainqueur lui pardonnait. Zadig, indigné, lui plonge son épée dans le sien. L'Égyptien jette un cri horrible et meurt en se battant. Zadig alors s'avança vers la dame et lui dit d'une voix soumise: il m'a forcé de le tuer. Je vous ai vengé. Vous êtes délivré de l'homme le plus violent que j'ai jamais vu. Que voulez-vous maintenant de moi, madame? Que tu meurs scélérat, lui répondit-elle. Que tu meurs, tu es mon amant, et je voudrais pouvoir déchirer mon cœur. En vérité, madame, vous aviez là un étrange homme pour amant, lui répondit Zadig.
Il vous battait de toutes ses forces et il voulait m'arracher la vie parce que vous m'avez conjuré de vous secourir. Je voulais qu'il me battît encore, reprit la dame en poussant des cris. Je le méritais bien, je lui avais donné de la jalousie. Puis au ciel qu'il me battit et que tu fusses à sa place, Zadig. Plus surpris et plus en colère qu'il ne l'avait été de sa vie, lui dit, Madame, toute belle que vous êtes, vous mériterez que je vous bâtisse à mon tour, tant vous êtes extravagante, mais je n'en prendrai pas la peine. Là-dessus, il remonta sur son chameau et avança vers le bourg. À peine avait-il fait quelques pas qu'il se retourne au bruit que faisaient 4 courriers de Babylone. Ils venaient à toute bride. L'un d'eux, en voyant cette femme, s'écria, c'est elle-même, elle ressemble au portrait qu'on nous en a fait. Ils ne s'embrassèrent pas du mort et se saisirent incontinents de la dame. Elle ne cessait de crier à Zadig, secourez-moi encore une fois, étranger généreux, je vous demande pardon de m'être plainte de vous, secourez-moi et je suis à vous jusqu'au tombeau. L'envie avait passé à Zadig de se battre désormais pour elle. À d'autres, répondit-il, vous ne m'y attraperez plus. D'ailleurs, il était blessé, son sang coulait, il avait besoin de secours, et la vue des 4 Babyloniens, probablement envoyés par le roi Moabdar, il remplissait d'inquiétude. Il s'avança en hâte vers le village, n'imaginant pas pourquoi 4 courriers de Babylone venaient prendre cette Égyptienne, mais encore plus étonné du caractère de cette dame.